On s'intéresse bien évidemment à cette actualité aussi. Il s'agit du coup d'État au Niger. Vous le savez, l'Union africaine vient de se désolidariser de la décision, en tout cas selon les diplomates qui sont en train de prendre part à une rencontre décisive où il y a de l'électricité dans l'air. Il paraît c'est vraiment tendu. Mais ce qui a filtré, c'est que... comment on l'appelle, l'OCPS, c'est l'organe chargé de statuer sur des questions de règlement des conflits qui refuse donc l'usage de la force au Niger. Alors, première question, Tierno, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce que vous avez été surpris? Non, oui, justement, j'ai été surpris par ces rumeurs parce que justement, pour le moment, ce sont des éventualités. Des indiscrétions, si on voilà, peut des dire. éventualités qu'on a commencé à apprendre depuis ce matin, notamment à travers les médias internationaux. Et effectivement, il s'est dit que l'Union africaine, le Conseil de paix et de sécurité, peinait même à avoir son communiqué qui devait tomber aujourd'hui mercredi parce que justement c'est un communiqué qui était en train d'être fait dans des conditions où il n'y avait pas d'unanimité. Il y a certains États qui étaient, notamment ceux du centre, qui n'étaient pas du tout chauds par rapport à l'idée d'une intervention militaire au Niger. Ce qui veut dire que si l'acte est rendu public aujourd'hui mercredi et que c'est un communiqué de l'institution, ça traduirait justement un désaveu pour la CEDEAO et par l'instance suprême, l'instance qui est l'Union africaine. Mais ce qu'il faut dire, c'est que justement, on attend de voir clair dedans, on attend de savoir que ces informations sont confirmées par ce communiqué final parce que c'est un rapport de force et n'oubliez pas aussi qu'à tout moment ça peut changer parce qu'il s'agit d'une histoire de diplomatie à l'interne. Et justement, les partis ne sont pas d'accord et il faut apporter des éléments parce que l'Union africaine demanderait vraiment des explications et beaucoup de clarté dans la prise de position pour justifier cette option militaire qui est envisagée. Mais seulement le problème, c'est qu'on ne résout pas le problème si c'est cela la version officielle, parce que la question aujourd'hui n'est pas que est-ce qu'on valide ou pas comment on appelle l'option militaire. Certainement que la CEDEAO a dû avoir besoin justement d'un avis favorable de l'Union africaine. Mais derrière toute question qu'on a dû poser à l'Union africaine, la constante, c'est que est-ce que oui ou non on va rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Vous avez vu que parallèlement à cette tractation-là, vous voyez quand même le président du Tchad qui reçoit le premier ministre des putschistes et de l'autre côté, vous voyez qu'à la réunion de la CEDEAO, on reçoit le premier ministre de Bazoum. Et ça veut dire que jusque-là, seulement cela, ça veut dire qu'entre les chefs d'État, entre les pays, il n'y a pas encore d'unanimité autour de la question. Vous voyez bien que les pays qui sont dirigés par des militaires, notamment la Guinée, le Mali et le Burkina, eux ont publiquement, en 2 ans, sans ambages, apporté leur soutien à la junte et affiché donc leur soutien à la junte qui est partie dans tous ces pays-là pour requérir, sinon réitérer la demande de soutien de ces pays. Donc, là, en résumé, je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où, justement, la CEDEAO ne peut pas passer à l'acte parce que son option militaire est beaucoup plus critiquée aujourd'hui, non seulement dans l'opinion, mais aussi certainement au niveau de l'Union africaine où la majorité se serait dégagée contre cette option militaire. Mais le problème, il reste pendant, c'est est-ce qu'on va laisser les militaires mener une transition et donc valider la sortie de Bazoum, contre qui d'ailleurs les militaires entendent. On va en parler tout à l'heure parce qu'on précise que la CEDEAO aussi est en réunion en ce moment-là. Donc on va revenir sur ce point tout à l'heure. Voilà, d'accord, très bien. Et de passage, il y a cette précision qu'on vient de m'envoyer, c'est que ce n'est pas un seul juge qui a statué. Ils sont 3 et donc c'est une décision collégiale prise par 3 juges d'instruction. Le message, il est aussi passé, la précision, parce qu'elle est importante. Oui, mon cher ami Diallo, par rapport à cette question-là, quels pourraient être
les conséquences, si toutefois l'Union africaine, cette position se confirmait, est-ce que ça pourrait impacter ça pourrait avoir un impact sur la décision prise par la CEDEAO? Ça pourrait bien l'avoir, puisque vous savez que les États-Unis ont clairement exprimé leur position. Les États-Unis sont pour l'exclusion, une transition dans laquelle Bazoum va être exclu, mais pas une durée très longue pour les putschistes. En fait, oui, mais cette position des États-Unis, je crois que ça a évolué. Ça a évolué après, oui. La position des États-Unis, ça a évolué. Donc, parce qu'on apprend que les États-Unis sont même prêts à mettre... Les États-Unis soutenaient le putsch. Oui. Alors, on y va, allez-y. Ils ne soutiennent pas, en fait. Ils ne soutiennent pas, mais ils préfèrent avoir une solution qui est concrète, en fait. Puisqu'il faut quand même envisager que le Niger, Bazoum ne peut plus revenir. Puisque si les autres qui ont été renversés ne sont pas revenus, pourquoi Bazoum, lui, reviendrait au Niger? C'est extrêmement compliqué. Et peut-être que on n'a jamais ramené les ressources, et surtout, peut-être vous savez que les ressources du Niger sont en jeu. Les ressources naturelles du Niger sont en jeu. C'est un calcul très bon. Et vous savez que les États-Unis ne veulent pas laisser du champ et provoquer une guerre en donnant l'occasion à la Russie et à la Chine de venir s'installer. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'Union africaine ne peut pas prendre une autre décision différente de celle de ne pas interdire l'intervention militaire, puisque quand la question lui a été posée sur le coup d'État tchadien, il s'est opposé clairement, elle n'a pris aucune décision. Ça veut dire qu'il n'a même pas suspendu le cadre. Et je me demande comment l'Union africaine, en tant qu'institution, pourrait permettre légitimer le coup d'État tchadien et dire au Niger qu'on peut les attaquer. Je pense qu'il faudrait dans une seule... Il n'y a aucune différence entre ce coup d'État-là. Je pense que c'est à vous qui le dites, parce que vous présentez toujours le Niger comme un parfait pays, et si finalement vous n'avez pas de source, mais ce qui est clair dans ces questions-là, l'Union africaine, vous pouvez vérifier, n'a pas condamné le coup d'État au Tchad. Il n'y a aucune condamnation. Ça veut dire que l'Union africaine est dans ces logiques-là de ne pas condamner le coup d'État. Elle ne devrait pas condamner. Et je pense que l'Union africaine doit faire un effort. Non, l'Union africaine a déjà condamné. L'Union africaine n'a pas condamné. Vous pouvez voir la décision. Ça a été condamné. Non, vous savez, quand la décision, c'est le Conseil là qui condamne, et je pense que même le Tchad a un peu... Le secrétaire général du CSP, c'est un Tchadien, le monsieur Faki. On disait que celui qui a manipulé, finalement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vérifier avec les informations. L'Union africaine n'a jamais condamné le coup d'État au Tchad. D'accord, oui. Ce que j'ai envie de dire, la décision de l'Union africaine, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de rapport. Qu'il n'y a pas de rapport de subordination entre l'Union africaine et la CEDEAO. C'est deux organisations souveraines. La CEDEAO, même s'il y a une certaine synergie d'action. Oui, mais la CEDEAO n'est pas obligée de s'aligner sur ce que l'Union africaine a décidé. C'est complètement différent. Par contre, la CEDEAO pourrait intervenir si le Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, disait qu'il n'était pas d'accord après vote. Là, la CEDEAO serait dans l'obligation de s'aligner sur les standards voulus par le Conseil de sécurité. Mais quant à la question de l'Union africaine n'est pas d'accord, la CEDEAO n'est pas obligée de s'aligner dessus. Maintenant, ce que l'Union africaine peut peut-être faire, c'est de faire une campagne diplomatique à l'international pour faire en sorte qu'il y ait une résolution au niveau du Conseil de sécurité pour parler de stabilité de la sous-région, etc. Mais moi, je suis de ceux qui estiment que coup d'État n'est pas égal à coup d'État. Il y a des coups d'État, enfin, par principe, il faut condamner tous les coups d'État. Mais est-ce que face à une sale affaire, il ne faut pas se salir les mains pour nettoyer? Il y a des gens qui sont au pays, à la tête de leur pays parce que le peuple veut. Il y a des gens qui briment leur peuple et qui restent là de façon indéfinie. Si nous sommes tous d'accord que l'Union africaine, la CEDEAO, ne condamne pas lorsque les chefs d'État modifient les constitutions, il faut bien qu'on soit d'accord que lorsque l'armée prend sa responsabilité pour faire partir un président qui refuse de quitter, que la CEDEAO comprenne ou que l'Union africaine comprenne cette situation. Déby était à la tête du Tchad, ça fait combien de temps? Est-ce que vous allez me dire qu'il n'a fait que 2 mandats? Je pense que ça, c'est des présidents à vie qui étaient là. Donc s'il y a
un coup d'État contre eux, il faut pas qu'on soit surpris que son fils, allez-y. Quelle que soit la personne, c'est un Tchadien. Moi, je me pose pas. Non, mais si c'est encore son fils, c'est encore pire parce que ça veut dire que même dans sa propre famille, on n'est plus d'accord avec sa façon de gérer le pays. Bien, ok. Oui, mais peu importe. Ce que je dis, c'est que c'est comme le coup d'État contre Mugabe. Tu peux pas par principe dire il faut sanctionner le Zimbabwe, il faut les sortir de ci, il faut faire. Non, il y a des présidents qui sont comme si c'était Dieu sur terre. Lorsque ces gens-là sont renversés, on ne devrait pas. Aujourd'hui, je n'appelle pas au coup d'État, mais regardez ce qui se passe au Gabon. Celui qui est là, mais ce n'est plus, c'est un demi-homme. Si lui, il arrive à se présenter que la Cour constitutionnelle du Gabon, je ne sais pas si encore c'est la Cour constitutionnelle ou si c'est la Cour suprême du Gabon, valide sa candidature alors qu'il est victime d'un AVC et qu'il ne fonctionne même pas correctement, ça veut dire que c'est une justice manipulée et que c'est un président à vie comme son père. Si face à une telle personne, il y a un coup d'État, vous êtes obligé de comprendre la situation. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même bateau, c'est pas possible. Alors je dis encore une fois, l'Union africaine peut ne pas être d'accord pour une intervention militaire parce que pour elle, ça pourrait déstabiliser la région au-delà de l'espace CEDEAO, je peux comprendre. Mais la CEDEAO n'est pas obligée de s'aligner. Et je pense que la CEDEAO a intérêt à intervenir pour éviter l'effet contagion. Parce que sinon, pour moi, le cas du Niger est un cas hautement spécifique. Et il ne faut pas oublier que l'Union africaine a déjà voulu intervenir. En Afrique, même récemment, même au Mali, l'Union africaine avait évoqué la possibilité d'aller intervenir militairement pour rétablir Ibeka. C'est lui qui avait refusé. C'est lui qui a dit non, qu'il est trop fatigué, puis il a préféré signer sa démission. Et il faut préciser aussi, bien avant le coup d'État au Niger, on avait demandé à ce que la force en attente soit activée. Mais je veux parler d'intervention militaire. L'Union africaine, la CEDEAO avait parlé d'intervention militaire, l'éventualité d'une intervention militaire au Mali. C'est le président Ibeka qui a dit non, lui il est fatigué, finalement il a préféré, il dit qu'il ne veut pas qu'un seul Malien tombe à cause de lui. Il a signé sa démission. Donc il ne faut pas comprendre le Niger comme si c'était la première fois. Et dans l'histoire, il y a des présidents qui ont été renversés, qui ont été rétablis aussi. Ce n'est pas comme si ça ne s'est pas passé. Léomba a été rétabli par la Légion étrangère française au Gabon. Donc ça existe. Ce n'est pas comme si on est en train d'inventer quelque chose qui ne s'est jamais passé. C'est des choses qui se sont passées et la CEDEAO a tout intérêt pour la sauvegarde de la démocratie, pour la survie de la démocratie en Afrique de l'Ouest, d'intervenir pour faire partir ces fauteurs de troubles. Voilà. Ma question d'abord, c'est de savoir quel est le niveau d'interdépendance entre ces deux institutions, la CEDEAO et l'Union africaine. Il n'y a pas d'interdépendance. Allez, la question, c'est une très bonne question. Il n'y en a pas, je précise, c'est une réponse. Voilà, c'est deux entités différentes. Oui, je comprends, mais justement, je dis qu'il y en a pas. Est-ce que la CEDEAO peut dire oui? Oui. Si ça existe, j'attends encore de voir peut-être la fin de la réunion du jour. La décision qui est prise en la matière, qui est prise par le Conseil de paix et de sécurité, n'est pas une décision qui s'impose à la CEDEAO. Comment ils appellent ça, les juristes, exécutoire. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. C'est comme un avis. Pour le moment, ce n'est pas une décision de l'Union africaine, c'est une décision du Conseil de paix et de sécurité. Ce sont les décisions de l'Union africaine, donc qui sort d'une assemblée des chefs d'État qui n'a pas eu pour le moment sur le sujet. C'est cette décision-là qui pourrait s'appliquer automatiquement sur la CEDEAO. Non, pour le moment, la CEDEAO peut... Les spécialistes de la diplomatie africaine ou de la politique africaine s'accordent à dire que la CEDEAO ne se lancera pas à une intervention militaire tant que peut-être les États-Unis ne donnent pas son feu vert. Le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous le savez très bien que déjà les États-Unis ont déjà un allié. Quand on disait auparavant que si toutefois les militaires au pouvoir au Niger se font les oreilles sourdes, les yeux sur certaines choses, sur certaines sanctions, c'est parce que quelque part ils comptent sur un soutien de taille qui pourrait être Wagner de la Russie. Mais vous savez, le pays colonisateur qui est la France, si toutefois on pense que déjà ils sont out, donc les États-Unis sont en train de se battre pour ne pas laisser la place pour les Russes. Alors que déjà le nouveau chef d'état-major des armées au Niger
nouvellement nommé alors là, du nom de du général Moussa Salaou Barnou. C'est un officier qui a été formé aux États-Unis, à Washington DC. C'est lui-même qui aurait accueilli la diplomate Victoria Nuland, c'était le 7 août dernier. Donc pour dire qu'aujourd'hui, cette intervention, je ne pense pas que l'intervention, ça va venir, mais il y a encore des discussions. Je reste sur ma faim. On attend pour la réunion de demain avec les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO pour au moins essayer de penser qu'est-ce qui va se passer du côté du Niger. Mais pour le moment, rien n'est encore clair parce que les discussions, les négociations diplomatiques sont en cours. Bien, les discussions diplomatiques sont en cours. Oui, Baïla, sur la question. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas réconforté dans votre position? Oui, bien entendu. En tout cas, je considère effectivement que si cette décision de l'Union africaine se confirme, c'est une décision responsable et une décision cohérente. Donc, cohérente parce que déjà, effectivement, il l'a rappelé tout à l'heure comment l'Union africaine avait accueilli le coup d'État au Tchad, et surtout responsable parce que effectivement, là, il y a beaucoup de va-t-en-guerre, mais on sait qu'on parle d'une intervention militaire dont les conséquences ne peuvent être prévues aujourd'hui. Et lorsqu'on connaît ce que certaines interventions militaires ont provoqué comme chaos dans cette région, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Et d'ailleurs, beaucoup de diplomates et de négociateurs aussi reprochent à la CEDEAO d'ailleurs d'avoir trop brandi cette menace, parce que en général, même dans les négociations, il faut aller crescendo. Mais quand vous venez tout de suite, dès le premier jour, vous brandissez, comment on appelle, cette menace d'intervention, ben, cette menace, du coup, on a vu tout ce que ça a créé. Non seulement à l'international, ça a eu le don d'isoler, on va dire, en quelque sorte, la CEDEAO, et en plus, ça a eu le don d'unifier, on va dire, de consolider, non, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de D'accord, mais il faut qu'on échange pour qu'on puisse mieux se comprendre. Non, mais sauf qu'avec les autres personnes, personne n'a échangé. C'est important. C'est pour te faciliter aussi et faciliter la compréhension. Non, c'est pas ça. Voilà, parce que lorsque tu parles comme si on s'est levé un beau matin, il n'y a pas eu de démarche diplomatique et tout de suite, c'est la sanction d'intervention militaire qui a été annoncée. Ça ne peut pas passer sans qu'on apporte des précisions sur cela. Ouais. Ok, donc dès le premier jour, pour répondre à votre commentaire, dès le premier jour, la menace de l'intervention militaire a été brandie. Dès le premier jour, dès la première conférence, dès le premier communiqué qui a sanctionné la première conférence de la CEDEAO sur le Niger, l'option de l'intervention militaire a tout de suite été brandie. Et ça a été... Mais attendez, laissez-moi il va aller au bout de ses idées, je suis d'accord. Quand même. Oui, je suis d'accord. Visiblement. Je suis d'accord que vous n'êtes pas d'accord avec moi. D'accord. Comme vous êtes des démocrates et que vous défendez la démocratie au Niger, laissez quand même les opinions contraires s'exprimer. Donc, voilà. Donc, au fait, ce que je disais, le fait d'avoir brandi cette menace a eu, et en plus des sanctions, a eu des effets contre-productifs. Déjà à l'interne, ça fait monter le sentiment nationaliste, et c'est comme ça partout. Dès qu'il y a une menace extérieure, dès qu'il y a une menace d'intervention extérieure, quel que soit le bien fondé de cette menace, quel que soit le bien fondé de cette menace, le sentiment nationaliste monte toujours. Et ça, partout dans le monde. On a vu ces mécanismes partout. Même au Mali, où aux premières heures, on a accueilli les forces étrangères comme des héros. On a vu petit à petit comment ça s'est détérioré. C'est comme ça partout. Et maintenant, surtout le plus important aussi, c'est l'environnement du Niger. Le pays, selon les informations qui circulent, les pays les plus hostiles au sein du Conseil de paix et de sécurité, c'est d'abord les pays du Nord et les pays d'Afrique centrale. Et ça peut se comprendre. Par exemple, l'Algérie, qui est un voisin très important, un poids lourd de la région, a déjà donné une position ferme
contre toute intervention militaire. Le Tchad aussi, certains pensaient que le Tchad même allait être ce pays qui allait mettre même à sa disposition son armée pour agresser le Niger. Or, on voit aujourd'hui, le premier ministre de transition a effectué son premier déplacement au Tchad. Et sur les États-Unis, effectivement, il est très important, très intéressant de suivre, comme Condé l'a dit, l'évolution des éléments de langage des Américains. Le premier jour, il disait rétablir Bazoum. Après, quand Nuland est venu, il y a une petite phrase qui a échappé à beaucoup. Elle a dit que, grosso modo, elle a eu la confirmation, la garantie que Wagner ne serait pas, comme on appelle, sollicité par les Nigériens. Et les États-Unis, ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est quoi? Ils ont réitéré encore, avant-hier encore, ils ont rappelé les investissements qu'ils ont effectués sur la base militaire au Niger. Donc si eux, ils ont la garantie que leur position s'ils ont la garantie que leur position peut être protégée, ils ne verront pas d'un mauvais œil que cette situation continue. Maintenant, je termine aussi sur la question de l'Union africaine. Vous savez, on manque parfois de cohérence. Bien. C'est beaucoup. Moi, je ne manque pas de cohérence. D'accord, voilà. On manque parfois de cohérence. Pour qui? On manque, nous les Africains, on manque parfois de cohérence. Ouais. Parce que, vous savez, il y a un principe que j'entendais souvent les gens répéter à tort et à travers. Concernant les sanctions, c'est le principe de subsidiarité qui fait que quand une sanction est prise, par exemple, par la CEDEAO, voilà, l'Union africaine suit, etc. Ben, le principe de subsidiarité, il s'applique aussi de l'autre côté. Normalement, quand l'Union aussi africaine prend une décision, les organisations sous-régionales doivent aussi suivre. Maintenant, ce principe de subsidiarité, tout comme les sanctions, c'est pas un principe ferme qui est posé avec des termes légaux. Mais quand vous regardez le mécanisme, quand je vous invite à lire le protocole additionnel qui régit d'ailleurs les interventions de paix et de sécurité et les interventions de paix qui parlent de l'écomog et tout ça, c'est ce traité même sur le déclenchement du mécanisme qui fait intervenir l'Union africaine. Voilà, c'est-à-dire d'abord, avant de déclencher, il y a une information préalable qui est obligatoire, un rapport qui doit être envoyé, et ça c'est les textes de la CEDEAO qui le disent, qu'ils envoient un texte, un rapport à l'Union, à l'organisation à l'Union africaine et aux Nations Unies. Ensuite, ce même texte aussi prévoit une coopération étroite entre la CEDEAO et l'Union africaine dans le cadre du déclenchement du mécanisme de prévention ou de gestion de la paix. Et ce même traité aussi prévoit, parce qu'on oublie souvent quelque chose, où la CEDEAO va prendre l'argent parce qu'une intervention militaire, c'est très très coûteux. Ça coûte beaucoup. Et ça coûte beaucoup, entre autres. Entre autres, c'est prévu. Non, ce que je vous dis, monsieur Panlé, moi ce que je suis en train de dire, c'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que le protocole additionnel qui gère le mécanisme dit. Ce protocole dit justement sur les questions de financement que pour le financement des opérations, la CEDEAO se tournera vers l'organisation de l'unité africaine, vers l'organisation des Nations Unies et vers toute autre institution, tout autre partenaire pertinent. Et maintenant, si ce n'est pas l'Union africaine, ça sera les Nations Unies. Je vous rappelle que pour les Nations Unies, il faudra passer par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, je peux vous dire que la Chine et la Russie vont opposer leur veto parce qu'ils savent déjà le fait qu'ils se soient abstenus sur le mandat qui avait été délivré pour soi-disant interposer les forces de Kadhafi. Ce mandat, il s'était abstenu parce qu'on les avait fait comprendre que ce mandat, c'était juste pour stopper. Mais ensuite, quand ce mandat a été débordé, ils l'ont regretté et depuis, il y a des blocages justement au Conseil de sécurité parce qu'ils ne font plus confiance aux impérialistes. On parle de ce protocole comme si la CEDEAO
pourrait être barré par l'Union africaine. Nulle part, ce protocole ne parle d'autorisation. C'est que la CEDEAO doit travailler, doit faire une intervention. Elle écrit pour dire nous vous informons que nous devons faire une intervention. C'est tout. Ce n'est pas comme si l'Union africaine avait un droit de regard ou pouvait dire non, n'intervenez pas, nous vous l'interdisons. Le protocole n'en parle pas. Et par rapport au financement, ce n'est pas que l'Union africaine, c'est toute structure internationale ou pays capable de venir en aide financièrement à la CEDEAO que la CEDEAO va consulter. Donc l'Union africaine peut bien dire nous ne contribuerons pas, ça ne changera absolument rien par rapport au travail.